En fait, ça a été pour moi un modèle d'interprète. Isabelle Boulay, 52 ans, regarde la caméra et lâche une phrase qui foudroie tout. Pendant des années, j'ai chanté pour cacher que je n'allais pas bien. Une révélation brutale, inimaginable pour une star adorée depuis 3 décennies. Sa voix, que le public croyait invincible, tremble enfin sous le poids d'une vérité longtemps étouffée. Pourquoi maintenant? Et quel secret dévastateur s'apprête-t-elle à dévoiler? Ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que la confession d'Isabelle Boulay ne naît pas d'un simple moment de fragilité, mais d'une accumulation de douleurs, de pertes et de batailles silencieuses qui, pendant 30 ans, ont façonné l'envers de sa légende. Alors qu'elle fixe encore la caméra, ses doigts se crispent légèrement, comme si quelque chose en elle hésitait à surgir, mais la vérité est déjà en marche. Elle raconte que tout a commencé bien avant les projecteurs, dans un petit village de Gaspésie, où le vent gifle les maisons pauvres et où chaque hiver semble tester la résistance des familles. Là, au cœur du restaurant familial, qui sentait la soupe chaude et les vêtements mouillés, une petite fille de 2 ans et demi montait sur une chaise de bois pour chanter, ignorant qu'elle cherchait surtout à retenir le regard de l'homme qu'elle aimait le plus au monde. Son père, Raymond Boulay. Un homme simple, solide, qui croyait en elle plus que quiconque, au point de lui répéter chaque soir « Continue ma fille, ta voix t'emmènera loin ». Ce souvenir qu'elle évoque d'une voix tremblante est celui qui l'a construite et celui qui, tragiquement, l'a détruite. Car lorsque sa carrière commençait à peine à prendre forme, alors qu'elle avait trouvé son chemin entre l'école, quelques petits concours et la peur constante de ne jamais être assez bonne, la nouvelle est tombée comme une bombe. Une maladie cardiaque a terrassé son père, l'homme qui représentait pour elle bien plus qu'un parent. Un refuge, un phare, une raison d'exister. Le téléphone a sonné un après-midi gris, et en quelques mots, son enfance s'est effondrée. Isabelle raconte que le silence après l'annonce fut si violent qu'elle crut entendre le bruit de son propre cœur se fissurer. Elle se souvient avoir traversé le village en larmes, sans sentir le froid poussé par une seule idée. Le revoir. Mais lorsqu'elle franchit le seuil de la maison familiale et aperçoit la chaise vide où son père s'asseyait chaque matin pour boire son café, elle comprend que rien ne la protégera plus jamais du monde. Ce vide-là, dit-elle, est devenu l'ombre la plus lourde de son existence. Pendant des semaines, elle ne chante plus, ne parle presque plus. Elle s'isole dans sa chambre, les rideaux tirés, serrant une vieille photo d'elle et de son père prise un soir de Noël. « Oui, quand il est parti, c'est mon enfance qui s'est éteinte », murmure-t-elle. Cette phrase suffit à faire comprendre que la force que le public admire depuis 30 ans n'est en réalité qu'une armure forgée pour survivre. Sa mère, épuisée par des années de travail acharné et de factures impayées, pleurait souvent en silence à la table de la cuisine, croyant qu'Isabelle dormait. Mais l'enfant écoutait tout, caché derrière une porte, sentant une angoisse sourde grandir en elle. L'angoisse de manquer, de perdre, d'être impuissante. Ces cicatrices invisibles, restées enfouies sous ses triomphes, deviendront les failles intérieures qui la poursuivront toute sa vie. Pourtant, au milieu de ce chaos, un événement inattendu va brusquement changer son destin. En 1988, ses amis, persuadés de son talent mais conscients de son manque de confiance, l'inscrivent de force à un concours à Matane. Isabelle ne veut pas y aller. Elle a peur, elle tremble, elle doute. Mais le soir du concours, quelque chose d'irréel se produit. Sous les lumières crues, alors qu'elle hésite encore à fuir, un homme la remarque. José Lito Michaud. En une seule note, il comprend qu'il n'est pas devant une chanteuse amateur, mais devant une voix destinée à traverser les frontières. Ce moment, Isabelle le décrit comme un basculement brutal, presque violent. « Je me suis sentie choisie, pas prête », dit-elle. Et c'est précisément cela qui rend son histoire bouleversante. Elle n'a jamais couru après la gloire, c'est la gloire qui l'a happée de force. Dès lors, tout s'enchaîne à une vitesse vertigineuse. Les concours gagnés, les scènes de plus en plus grandes, les applaudissements qui couvrent à peine le bruit de ses doutes. À 16 ans, elle ressent déjà le poids d'un monde trop vaste pour elle. Mais personne ne voit ses larmes dans les loges, ni la petite fille en elle qui cherche encore la voix rassurante de son père. Les années 1986 la propulsent au devant de la scène.
Petite Vallée, Grand Prix, Francophonie. Tout le monde parle d'elle, tout le monde croit en son ascension. Mais elle, au fond, se demande chaque soir si elle n'est pas en train de mentir au monde entier. Quand elle enregistre son premier album Fallait pas, elle sait que quelque chose se joue, quelque chose d'immense. Mais elle ressent surtout une pression sourde, presque douloureuse, celle de ne jamais décevoir un père qui ne pourra plus l'entendre. Et c'est précisément là que commence la fracture intérieure qui l'amènera un jour à cette confession bouleversante. Chaque succès devient une victoire empoisonnée. Chaque ovation, un rappel cruel de l'absence la plus douloureuse de sa vie. Et alors qu'elle se tient devant la caméra, aujourd'hui, les yeux humides mais le regard ferme, elle semble enfin prête à dire ce que 30 ans de silence ont tenté de dissimuler. Avant d'être une star, elle était une enfant brisée qui cherchait juste à survivre. Et c'est cette vérité-là, brutale et nue, que personne n'avait encore entendue. Alors qu'Isabelle poursuit son récit, la caméra capte une nuance nouvelle dans sa voix. Non pas la fragilité de l'enfance brisée, mais la tension d'une jeune femme projetée malgré elle dans un tourbillon trop vaste. Après les premiers succès, le destin se met à accélérer comme si une force invisible refusait de lui laisser le temps de respirer. Elle raconte que les années 1990 ont été un mélange étrange de triomphe public et de chaos intérieur, un paradoxe qui deviendra la signature de toute sa carrière. Quand elle évoque 1998, son visage se crispe à peine, mais suffisamment pour comprendre que cette période fut un séisme intime. L'album État d'amour l'impose enfin au grand public. Les radios le diffusent en boucle, la France la découvre, les ventes explosent, les salles affichent complet. Aux yeux du monde, c'est une consécration. Pourtant, la nuit même du lancement, seule dans une chambre d'hôtel à Montréal, elle appelle une amie et murmure « J'ai peur que tout ça ne soit pas réel. J'ai peur qu'on me retire tout demain. » C'est une phrase qui résume toute son existence. Le succès pour elle n'est jamais un cadeau, toujours une menace. Et la tempête se déchaîne lorsqu'elle est nommée pour 4 Félix sans en remporter un seul. Les fans crient au scandale, les médias dénoncent une injustice culturelle, mais Isabelle, elle, vit cet épisode comme une humiliation silencieuse qui amplifie un doute déjà ancien. Et si elle ne méritait rien de tout cela? Cette nuit-là, elle enlève ses chaussures, s'assoit par terre, regarde les affiches de ses concerts sur le mur et éclate en sanglots. Elle se sent vide, frauduleuse, vulnérable. Et pourtant, ce n'était qu'un prélude à ce qui l'attendait. Les années 2000 s'ouvrent avec un album qui va marquer toute une génération. Mieux qu'ici-bas. Le triomphe est monumental. Le disque devient platine, traverse l'Atlantique, consacre Isabelle comme une icône francophone. Mais derrière les projecteurs, elle vit l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Elle raconte ses semaines d'enregistrement où elle travaillait 16 heures par jour, obsédée par l'idée d'être parfaite, de ne rien laisser au hasard. Son producteur, inquiet, doit interrompre une séance lorsqu'elle s'effondre littéralement dans le studio, incapable de tenir debout. Isabelle, en larmes, répète seulement « Je dois faire mieux, encore mieux ». Mais mieux que quoi? Mieux que qui? Personne ne pouvait répondre. Et c'est là que s'installe la véritable angoisse qui la suivra pendant 20 ans. La peur de disparaître, la peur de n'être plus à la hauteur, la peur que sa voix, ce seul héritage qu'elle croit avoir reçu de son père, ne s'éteigne d'un jour à l'autre. Alors qu'elle accumule les concerts, les interviews, les tournées interminables, elle entre dans une spirale où la passion se transforme en obligation, où chaque applaudissement devient une question. Suis-je assez bonne pour mériter tout ça? Elle confie qu'au sommet même de sa gloire, elle se sentait paradoxalement plus seule que jamais. Dans les hôtels impersonnels, entre 2 spectacles, elle regardait la fenêtre, les lumières de Paris ou de Montréal, et se demandait comment une vie si pleine pouvait sembler si creuse. Elle sort son journal intime et écrit une phrase qui, aujourd'hui encore, la glace. « Je me retrouve devant 10 000 personnes et pourtant je n'ai jamais eu autant peur d'être oubliée. » Cette phrase est un coup de tonnerre. Comment une femme adorée par des foules entières peut-elle se sentir invisible? C'est que la solitude, dit-elle, n'a rien à voir avec le nombre de regards posés sur vous. Elle naît dans les interstices, dans les moments où le silence remplace les cris,
dans ces loges désertes où le maquillage brille encore, mais où plus personne ne frappe à la porte. Et cette solitude devient plus lourde encore lorsqu'elle se confronte aux premiers véritables échecs de sa carrière. En 2009, l'album « Chansons pour les mois d'hiver » reçoit un accueil glacial. La critique est dure, parfois injuste. Certains chroniqueurs parlent d'un disque fatigué, sans éclat. Isabelle se souvient d'avoir lu un article si violent qu'elle aurait ressenti une douleur physique, comme si chaque mot arrachait quelque chose en elle. Un soir, seule dans un studio froid, elle éclate en larmes. Non pas parce qu'elle a été blessée par la presse, mais parce qu'elle commence à croire qu'ils ont peut-être raison. Et comme si cela ne suffisait pas, ses échecs successifs dans l'émission La Voix, où ses candidats ne gagnent jamais malgré son investissement total, alimentent un sentiment d'incompétence qui la ronge. « Peut-être que je ne suis pas faite pour guider les autres », dit-elle un jour en coulisses. Cette phrase, qui semble anodine, révèle pourtant un gouffre intérieur. Isabelle commence à douter non seulement de son talent, mais de sa valeur en tant que femme, mère, artiste. Et c'est dans cet état d'épuisement émotionnel extrême que survient l'un des épisodes les plus choquants de sa vie professionnelle. Lors d'une session d'enregistrement particulièrement éprouvante, sa voix se brise littéralement. Elle tente de reprendre, recommence, insiste, mais rien ne sort. L'ingénieur du son l'arrête, inquiet, et elle s'effondre. Elle pleure pendant de longues minutes, incapable de parler. Dans un souffle presque inaudible, elle dit « Je ne veux plus ressentir ça ». Ce soir-là, pour la première fois, Isabelle Boulay pense réellement à tout arrêter. Quitter la scène, disparaître du monde public, redevenir une femme anonyme, respirer loin des attentes, loin de la pression, loin du bruit. Et tandis qu'elle raconte cet épisode devant la caméra aujourd'hui, on comprend enfin que la confession qu'elle s'apprête à livrer n'est pas celle d'une star fragile. C'est celle d'une femme qui a porté des tempêtes entières sans jamais s'autoriser à faiblir. Et maintenant, le barrage cède. Elle parle. Elle avoue. Elle se libère. Mais ce qu'elle s'apprête à révéler ensuite est encore plus bouleversant que tout ce qui a été dit jusqu'ici. Car derrière les triomphes et les chutes professionnelles se cachent des blessures beaucoup plus intimes, celles du cœur. Si la carrière d'Isabelle a façonné une partie de ses blessures, ce sont ces histoires d'amour qui ont laissé les cicatrices les plus profondes. Des cicatrices qu'elle a toujours cachées derrière un sourire doux et maîtrisé. Lorsque la caméra continue de tourner, son regard devient plus lointain, comme si une porte intérieure s'entrouvrait vers des souvenirs qu'elle n'a presque jamais confiés. Elle dit que l'amour dans sa vie n'a jamais été un refuge tranquille, mais un territoire fragile où chaque pas peut se transformer en chute. Au début des années 2000, alors qu'elle vivait l'ascension fulgurante qui aurait dû l'éblouir, elle rencontre l'humoriste Stéphane Rousseau. Leur relation, discrète mais intense, devient un havre éphémère où elle découvre une légèreté qu'elle croyait impossible. Ils se retrouvent entre deux tournées, partagent des dîners improvisés, des fous rires qui ressemblent à des parenthèses, presque des miracles. Et pourtant, derrière cette tendresse se cache déjà l'inévitable. Deux vies trop différentes, deux carrières trop exigeantes, deux êtres qui s'aiment mais que la route sépare. En 2003, ils se quittent sans fracas, mais Isabelle vit cette rupture comme un arrachement profond. Elle confie avoir pleuré une nuit entière dans son salon, non pas parce qu'elle perdait un compagnon, mais parce qu'elle avait l'impression de perdre une partie d'elle-même. Cette fissure émotionnelle, silencieuse mais brutale, va changer son rapport à l'amour. « J'avais peur d'aimer encore », murmure-t-elle. Pourtant, la vie lui offre une parenthèse lumineuse. En 2005, elle rencontre Marc-André Chicoine, producteur québécois, un homme doux, stable, rassurant. Avec lui, elle croit enfin toucher une forme de paix qu'elle n'avait jamais connue. En octobre 2008, la naissance de leur fils Marcus devient un bouleversement d'une intensité indescriptible. Isabelle parle de ce moment comme d'un instant suspendu où tout, absolument tout, semblait enfin trouver un sens. Mais les années passent, les tournées s'allongent, les distances se creusent. Son métier la réclame sans relâche, et malgré toute leur bonne volonté, leur couple s'effrite lentement. Vers 2015, ils se séparent dans un silence douloureux, sans scandale, sans cri. Juste deux êtres qui cessent d'avancer dans la même direction. Isabelle vit cette rupture comme un échec intime bien plus profond que tous les prix manqués, bien plus douloureux que n'importe quelle critique.
Elle se reproche de n'avoir pas su offrir à son fils une famille unie, complète, stable. Elle se souvient d'un soir où, en ramassant les jouets éparpillés dans le salon, une larme a roulé silencieusement sur sa joue tandis qu'elle murmurait « J'aurais voulu faire mieux pour toi, mon cœur ». Et c'est précisément cette scène, toute simple, toute humaine, qui montre à quel point Isabelle porte en elle un sens aigu de la culpabilité, une peur viscérale de ne jamais être à la hauteur des personnes qu'elle aime. Mais la vie, imprévisible comme toujours, place sur son chemin un homme qui va bouleverser son existence d'une manière inattendue. En 2016, lors d'un dîner à Paris, un ami commun la présente à Éric Dupond-Moretti, avocat redouté, figure publique incontournable, aujourd'hui ministre de la Justice. Un homme connu pour sa force, son caractère entier, parfois brutal, mais animé d'une sensibilité profonde que peu de gens perçoivent. Leur rencontre est un choc intérieur. Lui est fasciné par sa douceur. Elle est touchée par sa solidité presque animale. Entre eux, quelque chose naît immédiatement, quelque chose de rare, de presque inexplicable. Mais cet amour est tout sauf simple. Il y a un océan entre eux. Isabelle partage sa vie entre le Québec et Paris, tandis qu'Éric est retenu en France par des responsabilités écrasantes. Leur relation s'installe dans un fragile entre-deux, faite de voyages, de messages à l'aube, de retrouvailles brèves mais brûlantes, et surtout d'une pression médiatique constante. La presse scrute leur histoire, commente, juge, invente même parfois, transformant leur vie intime en terrain d'observation publique. Isabelle avoue que certaines nuits, seule dans son appartement parisien, elle s'est assise sur le canapé, regardant la ville scintiller derrière la fenêtre, et une larme a glissé sur sa joue. Non pas une larme de tristesse, mais une larme d'épuisement. Elle se disait « Comment aimer deux pays, deux vies, deux hommes ? Mon fils et l'homme que j'aime. Comment ne pas décevoir l'un ou l'autre ?» Et dans cette simple question, on mesure toute la complexité d'une femme qui s'efforce de concilier le cœur et le devoir, la passion et la maternité, l'identité publique et les besoins privés. Pourtant, malgré toutes les difficultés, lorsqu'elle parle d'Éric, sa voix change imperceptiblement. Elle devient plus lente, plus douce, presque apaisée. « C'est lui qui m'apporte la paix que je cherchais », dit-elle. Pas un conte de fées, pas une romance parfaite, mais une relation vraie, humaine, fragile, dans laquelle deux êtres blessés tentent de se rejoindre malgré les bruits du monde. Mais là encore, cette paix n'efface pas tout. Isabelle avoue porter en elle une angoisse constante, celle de perdre encore quelqu'un qu'elle aime. Cette peur, née de la mort de son père, nourrie par ses ruptures passées, continue de la hanter à chaque instant. Et c'est précisément cette peur, tapie dans l'ombre, qui l'amène un jour devant cette caméra, prête à dire pour la première fois ce qu'elle n'a jamais osé avouer malgré 30 ans de carrière. Car si elle a pu survivre à la célébrité, aux critiques, aux ruptures, aux échecs et aux triomphes, ce n'est que parce qu'elle s'était juré une chose, ne jamais laisser sa voix se taire. Aujourd'hui pourtant, elle est prête à révéler que cette voix, cette arme, ce refuge, a aussi été sa prison la plus douloureuse. Ce qui vient ensuite, dit-elle en regardant la caméra droit dans l'objectif, sera la vérité la plus difficile à entendre. Et c'est là que commence réellement la confession qu'Isabelle Boulay avait enterrée pendant toute une vie. Ce qui frappe lorsqu'Isabelle poursuit son récit, ce n'est pas seulement la sincérité brute de ses mots, mais la manière dont elle semble enfin prête à affronter le monstre invisible qui l'a accompagnée toute sa vie. La peur de sa propre voix. Elle explique que, pour le public, sa voix a toujours été son arme, son charme, sa signature, cette force capable de faire trembler une salle entière. Mais pour elle, cette voix est devenue au fil des années un fardeau, une charge lourde, presque écrasante, qui lui rappelait constamment qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Elle raconte que, dès qu'elle montait sur scène, elle ressentait une pression sourde, comme une main glacée posée sur sa gorge, lui murmurant que le moindre faux pas pourrait tout détruire. « Je ne me sentais pas propriétaire de ma voix, dit-elle. J'avais l'impression qu'elle appartenait au public, à mon passé, à mon père, mais jamais à moi. » Cette phrase, prononcée sans trembler, dévoile une vérité bouleversante. Isabelle a passé 3 décennies à prêter sa voix au monde entier sans jamais vraiment l'habiter.
Et c'est précisément cette dépossession intime qui l'a lentement conduite vers l'épuisement. Elle se souvient d'un épisode, longtemps gardé secret, survenu lors d'une tournée particulièrement éprouvante. À peine sortie d'un concert triomphal, acclamé par des milliers de personnes, elle s'est retrouvée dans sa loge, incapable de respirer. Elle a senti sa voix se bloquer, son souffle se couper, comme si son corps refusait soudainement de continuer. Elle parle d'une crise de panique fulgurante, violente, une de celles qui peuvent détruire un artiste s'il n'a personne pour l'aider. Ce soir-là, elle a pensé pour la première fois qu'elle pouvait réellement perdre sa voix, et cette idée l'a paralysée. Si ma voix disparaissait, qui serais-je encore ? Ce questionnement, simple en apparence, a ouvert une brèche immense dans son esprit. Elle a compris qu'elle avait construit toute son identité sur un fil fragile, chanter pour exister, exister pour chanter. Le moindre doute devenait alors une menace existentielle. Et plus les années passaient, plus cette peur s'enracinait, à tel point qu'elle a développé un rituel secret avant chaque concert. Elle se tenait seule dans une petite pièce, les yeux fermés, imaginant son père assis dans la salle, quelque part dans l'ombre, comme s'il veillait sur elle. Ce geste, à la fois tendre et déchirant, montre à quel point la mort de cet homme continue de guider chacun de ses pas. « Je n'ai jamais voulu décevoir son souvenir », confie-t-elle. Pourtant, malgré la douleur, malgré l'anxiété, malgré les crises silencieuses, Isabelle n'a jamais permis au public de voir ses failles. Sur scène, elle était l'incarnation même de la maîtrise, de la douceur, de la puissance émotionnelle. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'en coulisses, elle vivait dans une tension constante, cherchant désespérément l'équilibre entre ce qu'on attendait d'elle et ce qu'elle était réellement capable d'offrir. Et c'est cette dualité, dit-elle, qui l'a menée lentement vers un état de fatigue mentale si profond qu'elle a commencé à envisager une idée insupportable. Quitter la musique. Elle raconte qu'un soir, après une séance d'enregistrement où sa voix s'était brisée à répétition, elle est rentrée dans sa chambre d'hôtel, a retiré ses boucles d'oreilles, a posé son manteau sur une chaise et s'est effondrée sur le lit en silence. Pas un sanglot, pas une plainte. Juste un vide immense, lourd, écrasant. Elle a alors murmuré pour la première fois « Peut-être que je n'ai plus la force. Peut-être que c'est le moment d'arrêter. » Mais arrêter la musique, pour Isabelle, ce n'est pas simplement renoncer à une carrière. C'est renoncer à la seule chose qui l'a sauvée, portée, structurée. C'est renoncer au fil invisible qui la reliait encore à son père. Et c'est précisément cette ambivalence qui l'a retenue au bord du précipice, sans jamais lui permettre de tomber ni de se relever totalement. Elle dit que la pire torture n'a jamais été la fatigue, ni les critiques, ni les échecs, mais cette sensation de n'être jamais libre, ni de chanter, ni de se taire. Comme si chaque décision comportait une douleur différente. Alors, face à la caméra, elle inspire profondément et confie qu'elle a longtemps envahi sa vie d'une illusion dangereuse. Croire qu'elle devait être parfaite pour être aimée. Par son public, par ses proches, par son fils, par elle-même même. Une perfection impossible, destructrice, qui l'a lentement conduite à s'oublier. Elle révèle même qu'elle avait commencé à imaginer une autre vie. Loin de la scène, loin des attentes, une vie simple, anonyme, quelque part en Gaspésie, au bord de la mer, là où tout avait commencé. Une vie où sa voix pourrait enfin se taire sans culpabilité. Mais chaque fois qu'elle envisageait cet avenir silencieux, un souvenir revenait. Le regard émerveillé de son père lorsqu'elle chantait enfant. Ce souvenir-là l'empêchait de partir. Il la retenait, la soutenait, parfois la blessait, mais ne la lâchait jamais. Et c'est à ce moment précis de son récit qu'Isabelle révèle quelque chose d'inattendu. Un détail qu'elle n'avait jamais partagé auparavant. J'ai compris que ma voix n'était pas mon fardeau. C'était ma peur qui l'était. Cette prise de conscience marquera le début d'une transformation profonde, une renaissance intérieure qui l'amènera, enfin, vers la confession finale qu'elle s'apprête à livrer. Car ce qu'elle va dire ensuite ne parle plus de sa carrière, ni de l'amour, ni de la solitude, mais de la vérité la plus intime qu'elle a portée en secret pendant plus de 30 ans. Si l'histoire d'Isabelle Boulet vous a touché, si son courage, sa fragilité et sa force silencieuse ont résonné en vous,
Alors prenons un instant pour lui envoyer toute notre douceur. Trop souvent, nous oublions que derrière une voix, derrière une star, il y a un être humain qui doute, qui tombe, qui se relève. Isabelle a eu la générosité rare d'ouvrir son cœur, de révéler ses failles, de montrer que même les plus grands artistes portent des blessures invisibles. Si vous souhaitez lui témoigner votre soutien, votre amour, votre respect, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un mot de compassion, un cœur, une pensée. Et pour continuer à découvrir des histoires vraies, profondes, humaines comme celle-ci, je vous invite chaleureusement à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de donner vie à ces récits et de faire entendre la vérité derrière les lumières. Merci d'être là, merci d'écouter, merci d'aimer.